Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'édition du soir, voici les titres. L'adhésion de l'Afrique au G20 sera examinée par les plus grandes économies mondiales. Les pays membres du G20 soutiennent déjà la candidature de l'Union africaine à un siège permanent, résultat du plaidoyer du président Macky Sall au sommet de Bali qui s'est achevé aujourd'hui. Le Sénégal réaffirme son option pour une transition énergétique juste et équitable à la COP27. La conférence des parties sur le changement climatique a abordé la question de l'énergie et de son financement. Nous sommes 8 milliards d'individus sur Terre depuis hier 15 novembre, un chiffre symbolique qui révèle des enjeux et des défis, un chiffre qui suscite un questionnement. Décryptage dans ce journal avec des spécialistes du capital humain interrogés par Mama Moussagnan. Baba Mal a cœur ouvert à seulement 48 heures de la clôture des festivités marquant les 37 ans du Dandélégnol. Nous allons revisiter ce soir le parcours d'un artiste hors pair dont l'engagement social est établi. Baba Mal, le grand format, ce sera avec Oumou Kalsoum Sall. CAN de handball dames, le Sénégal se qualifie en demi-finale et en Coupe du Monde après sa victoire face à l'Égypte 21-19. En demi-finale de CAN, les Lions vont rencontrer les Angolaises championnes en titre demain, 19h30. Bienvenue à tous et direction Bali en Indonésie où plusieurs pays soutiennent la candidature de l'Afrique à un siège permanent au G20 et c'est suite au plaidoyer du président Macky Sall au sommet de Bali. Les leaders des grandes puissances vont examiner les modalités d'adhésion de l'unité africaine dont le prochain sommet du G20 est prévu en Inde. L'Inde qui succède à l'Indonésie au terme du sommet de Bali. Aujourd'hui, envoyés spéciaux El Hadj Malick Niang et Pape Biram Biguèye. L'Indonésie passe le témoin à l'Inde, qui assure désormais la présidence du G20. Une présidence qui sera marquée sous le sceau de la paix et de la sécurité. C'est l'agenda que se fixe le Premier ministre indien, Narendra Modi, qui précise que sans paix ni sécurité, c'est l'avenir des générations futures qui est compromis. Un agenda décliné dans le contexte de la guerre en Ukraine. Pour sa part, le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a formellement défendu et porté la candidature de l'Union pour siéger au G20 en tant que membre permanent. Un plaidoyer fait lors des sessions à huis clos avec les leaders du G20. Dans son argumentaire, le président Macky Sall a mis l'accent sur le poids démographique du continent. Précision de taille puisque l'Afrique, à elle seule, compte 1,4 milliard d'habitants et son PIB cumulé est estimé à 2700 trillions de dollars américains. Dans cette dynamique, plusieurs membres du G20 ont soutenu la candidature africaine dont l'examen devrait avoir lieu au prochain sommet du G20 en Inde. D'ici là, les membres du groupe vont s'accorder sur la procédure et les modalités de l'adhésion de l'Union africaine. Rappelons que le G20, à l'image du G7, est un cadre informel d'échange sans règlement intérieur écrit qui définit les modalités d'adhésion d'un membre. Ces décisions sont adoptées par consensus. Les leaders des grandes puissances vont donc examiner les modalités d'adhésion de l'Union africaine d'ici le prochain sommet du G20 prévu en Inde. Et en marge du sommet, les leaders du G20 et leur hôte, le président Macky Sall, ont exprimé leur volonté de contribuer à la protection de l'environnement, une volonté symbolisée par la plantation de palétuviers au parc forestier de Bali, un parc où les leaders du G20 et le président Macky Sall se sont retrouvés pour visiter la forêt de mangrove de Denpasar, séquence capturée par El Hadj Malick Niang et Pape Biram Biguèye. Dont le prestige d'un événement qui attire l'attention du monde entier, la présence du Sénégal et de son chef d'État marque les esprits. L'ovation au passage du cortège présidentiel traduit l'aura d'un rayonnement diplomatique qui fait écho aux quatre coins de la planète.
faisant son arrivée au Grand Parc forestier du Bali, le président de la République Macky Sall, tenue décontractée, casquette bien vissée, est accueilli par son homologue indonésien, le président Jokowi. Ensuite se poursuit le balai des chefs d'État. Les leaders du G20 défilent, de Joe Biden à Emmanuel Macron, en passant par le président du Japon. Tous s'alignent au code vestimentaire qui colle à une forte canicule avec un thermomètre qui avoisine les 40 degrés, en plus d'un fort taux d'humidité. C'est donc dans cette atmosphère que se sont retrouvés les leaders autour d'un idéal commun: la protection de l'environnement et la préservation de la nature. Ils joignent l'acte à la parole. Et chacun, de son côté, se fait le devoir d'offrir à la nature une plante de mangrove. Une nature avec laquelle ils sont en contact ici, dans cette forêt de mangrove située dans le sud de Denpasar. Une sensation naturelle, un parfum d'air pur malgré un soleil de plomb. L'endroit se distingue par son pont en bois qui invite à la promenade au milieu de la forêt. Le parc forestier de Ngiram Rai est un vaste espace vert situé dans la baie de Benoa, sur la côte est du Bali. Une côte est remplie de diversité, dont l'écosystème de la nature. Une forêt de mangroves de 1375,5 hectares. Cette zone est une beauté de la nature et une biodiversité abondante sous la forme de forêts de mangroves, d'espaces animaux et aquatiques. Les leaders ont saisi cette occasion pour échanger, partager et profiter de ce moment de convivialité afin de tisser des liens d'amitié et de fraternité et par moments les renforcer pour ceux qui se connaissaient déjà. C'est donc dans cette belle ambiance que prend fin cette séquence climat et préservation de la nature. Tous regagnent ensuite leur lieu de résidence sous bonne escorte avant de se donner rendez-vous dans l'après-midi pour tirer les conclusions et derniers enseignements de ce sommet du G20. Sommet du G20 qui s'est achevé aujourd'hui. L'énergie, une question cruciale inscrite en priorité à la COP27, une occasion saisie par la ministre du Pétrole et des Énergies pour réaffirmer la position du Sénégal sur la transition énergétique. C'est au moment où le financement des énergies fossiles fait débat. Envoyés spéciaux en Égypte, Moussaba et Ibrahim Andok. Une journée importante, surtout pour le Sénégal qui sera bientôt dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole et du gaz, des ressources nécessaires pour impulser une nouvelle trajectoire dans le développement de notre pays. Sans énergie, on ne peut pas avoir de développement. Sans énergie, on ne peut pas parler d'une agriculture intensive. Sans énergie, on ne peut pas parler d'industrialisation. Sans énergie, on ne peut pas parler d'économie. Donc je pense que de plus en plus, ces COP ne sont plus que des COP de l'environnement. Ce problème dont nous parlons, de cette transition énergétique, c'est un problème où chaque pays doit pouvoir définir sa transition. Il y a des pays qui ont beaucoup contribué, qui aujourd'hui refusent pour que l'Afrique puisse se développer. Et nous pensons que nous ne pouvons pas l'accepter. Et je pense que nous avons d'une voix entendu son Excellence le Président de la République, s'il a dit, par rapport à ce sujet. L'Afrique doit se développer. L'Afrique doit créer des emplois pour ses enfants. Et à partir de ce moment-là... Au cours de la journée, plusieurs activités ont été menées, de quoi susciter de l'intérêt pour le Sénégal. Nous pensons que le potentiel gazier du Sénégal est très important et que le Sénégal, dans le futur, va devenir un pays exportateur de gaz très important, l'un des plus importants de l'Afrique. Et de ce fait-là, nous pensons que la place du Sénégal au GECF est tout à fait normale et nous serons ravis d'avoir le Sénégal comme membre. Et nous allons travailler ensemble, la main dans la main, pour que, Inch'Allah, l'année prochaine, le Sénégal deviendra membre.
Le projet national du biogaz a été abordé, une manière de montrer les efforts du Sénégal pour une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. Le programme national de biogaz devait nous permettre également d'accompagner aussi bien les éleveurs, d'accompagner les agriculteurs, mais d'accompagner les femmes. Parce qu'avec la bouse de vache, tout ce qu'on a comme excréments, des biodigesteurs pourraient être construits par les femmes. Ces biodigesteurs vont nous permettre d'avoir de l'engrais propre qu'on peut vendre à certaines sociétés comme la compagnie sucrière. Un hectare permet à un agriculteur de gagner 3 millions. 3 millions sans compter que tu as ton gaz pour la maison, donc tu réduis les émanations de gaz, mais également tu protèges la santé de la famille. La volonté de notre pays dans la réduction des gaz à effet de serre est donc manifeste. Aujourd'hui, notre pays a un taux estimé à 31% de mixte énergétique. 10 millions de dollars, c'est l'enveloppe dont le Centre de suivi écologique va bénéficier pour son premier projet validé par le Fonds vert climat. Le contrat a été signé à Sharm el-Sheikh en présence du ministre de l'Environnement. On retrouve Ibrahim donc. La marque de confiance, le symbole d'une diplomatie rayonnante adossée à une expertise avérée. Le Sénégal continue de séduire à la COP27. Cette signature revêt une grande importance, un acte qui permet de bénéficier des financements du Fonds vert climat. Déjà un plaisir de venir accompagner le directeur général du CSE et ses collaborateurs pour la signature de ce deuxième accord qui peut aller jusqu'à 10 millions de dollars et même au-delà en fonction de la qualité des projets qui seront présentés. Ils ont traversé un filtrage terrible du point de vue scientifique et tout, pour pouvoir avoir cette confiance-là, et nous devons mériter de cette confiance. Il s'agit donc d'un processus d'accréditation d'une agence qui répond à des critères spécifiques. Parce que nous reconnaissons qu'elle a la capacité de montage de projet, la capacité de mise en œuvre de toutes les mesures de sauvegarde sociale et environnementale nécessaires pour que, quand cette agence nous soumet un projet, nous n'ayons pas à tout vérifier. Et nous nous contentions de vérifier que les critères d'investissement du fonds vert sont respectés et que c'est un projet prioritaire. Donc c'est une étape extrêmement importante pour pouvoir accéder à nos ressources. Ce n'est pas le seul mécanisme. Il est possible aussi d'accéder à nos ressources en collaborant avec une agence qui est déjà accréditée. Nous avons 114 agences accréditées, y compris au Sénégal. Accéder aux ressources pour financer des projets innovants afin de réussir une bonne transition écologique. Au GCA sont des financements qui sont disponibles pour les pays en voie de développement, mais ils ne les donnent pas n'importe comment. Il y a des prérequis techniques, il y a des prérequis administratifs, il y a des prérequis juridiques, il y a un ensemble de prérequis qui sont très difficiles à satisfaire. Et quand vous parvenez à les avoir, vous pouvez signer des accords comme celui qu'on vient de signer pour pouvoir finalement soumettre des projets d'envergure. Le Centre de suivi écologique a déjà un projet en boîte, un projet axé sur la sécurité alimentaire. Le premier projet qu'on va soumettre après cet amas, d'ici janvier, Inch'Allah, ça va être un projet sur l'agroécologie, l'agriculture durable, avec comme agence d'exécution l'ANIDA et d'autres partenaires, pour que, effectivement, les questions de sécurité alimentaire, qui est un aspect important de l'adaptation, puissent être prises en compte dans ce cadre de ce projet. Parce que le continent est la principale victime des questions abordées à ce rendez-vous mondial. Le Centre de suivi écologique va ainsi soumettre d'autres projets pour tirer le maximum de fonds. Retour à Dakar où le ministère du Pétrole et des Énergies a reçu une délégation de l'UEMOA. Elle vient s'enquérir, cette délégation, de l'état d'avancement des projets d'hydrocarbures et d'électricité au Sénégal. Cette délégation va aussi faire l'état des lieux des programmes que nous partageons avec les pays voisins. Anaïs Nyanyamane. Cette rencontre entre le ministère du Pétrole et des Énergies et la délégation de l'UEMOA est un cadre d'échange et de partage sur les grands projets prioritaires au Sénégal. Dans le secteur de l'énergie, les projets d'envergure qui sont en cours ont été présentés, permettant ainsi à l'UEMOA de récolter des données pour un meilleur traitement des informations économiques. Il s'agit de s'enquérir des grands projets structurants qui ont un impact direct sur la croissance, mais aussi sur les conditions de vie des populations. Et nous avons pour le moment ciblé un certain nombre de secteurs. Il s'agit du secteur de l'énergie, des mines et des infrastructures de transport. Vous savez que
Le Sénégal vient de faire de grandes découvertes en termes, n'est-ce pas, d'hydrocarbures, de pétrole et de gaz à la frontière de la Mauritanie. Et ces découvertes donnent, n'est-ce pas, une perspective heureuse pour l'économie du Sénégal, avec des niveaux de croissance relativement élevés qui vont avoir un impact à très court terme sur le pays. L'UEMOA est un partenaire stratégique de l'État du Sénégal. Donc nous avons eu à mettre en place plusieurs projets d'envergure à fort impact pour les populations. Et c'est dans ce cadre qu'ils sont revenus pour voir un peu les perspectives et les projets et programmes que nous allons implémenter, notamment dans les secteurs des hydrocarbures et aussi dans les sous-secteurs de l'électricité. Donc nous espérons qu'à travers ces présentations, d'autres projets ou programmes seront financés et en tout cas pilotés et supportés par l'UEMOA pour nous permettre, comme nous le faisons depuis quelques années, des projets à fort impact sur les conditions de vie des populations. Après les explications de la partie sénégalaise sur les grands projets d'électricité et d'hydrocarbures, le commissaire de l'UEMOA a salué le pilotage et l'exécution des projets, mais s'est surtout félicité de l'impact attendu de ces projets sur la croissance économique. Ah oui, on a noté d'abord une maîtrise parfaite des dossiers et puis aussi une approche qui est très technique et très méthodique. La façon dont ils ont conduit les négociations avec les partenaires, mais aussi avec, n'est-ce pas, la bonne planification des éléments. Et nous sommes très heureux, satisfaits de savoir que le Sénégal sera très bientôt un grand pays producteur de pétrole et de gaz. Les programmes en cours dans la sous-région ont été aussi revisités. Le secrétaire général, au nom du ministre du Pétrole et des Énergies, a magnifié la coopération exemplaire entre l'UEMOA et le Sénégal. Dans la banlieue de Dakar, l'État et ses partenaires déroulent un programme de lutte contre les inondations. L'APIX, à travers son projet Pikine Irrégulier Sud, assure la réalisation des travaux. L'initiative permettra à terme de sortir des eaux 300 000 personnes habitant dans les communes de la ville de Pikine. Damsila. Le gouvernement du Sénégal, dans le cadre du plan décennal de gestion des inondations, a initié plusieurs projets et programmes, particulièrement dans la banlieue de Dakar. À Pikine, par exemple, l'APIX, à travers le projet Pikine Irrégulier Sud, réalise des travaux qui, une fois terminés, permettront à 300 000 habitants issus de 5 communes de la ville d'être mis hors d'eau. Les eaux ont été évacuées correctement pendant l'hivernage passé. Il nous reste encore quelques poches à traiter. Au niveau de Diamaguène-Sicap-Mbao, il nous reste encore un point critique que nous avons identifié. Nous sommes en train de chercher les financements nécessaires pour pouvoir traiter en tout cas ces points critiques qui nous restent au niveau de Diamaguène-Sicap-Mbao. Dans les zones d'intervention du projet Pikine Irrégulier Sud, à savoir Tuavan-Diaksao, Guinaw Rail Sud, Guinaw Rail Nord, Thiaroye Gare et Diamaguène-Sicap-Mbao, les eaux stagnent par endroits pendant de nombreux mois, favorisant le développement de maladies hydriques. Aujourd'hui, avec un taux de réalisation de 80% des travaux du PIS 2, les populations ne vivent plus les terreurs des inondations. Les deux gros bassins que personne ne pensait pouvoir réaliser, c'est celui de Samsam et de Nasrullah. En tout cas, pour Nasrullah, c'est presque fini. Tout a été dédommagé et c'est prêt. Et on sait que si ce bassin est fini et que le raccordement entre Nasrullah et Guiga est fait, il n'y a plus d'inondations dans cette zone, y compris les inondations du terre, comme des quartiers. Le PIS 1, PIS 2, qui nous a permis quand même d'avoir vraiment beaucoup de bassins, 2 à 3, 4 bassins dans la commune, quand même vraiment qui nous a permis aussi vraiment de se raccorder dans certains quartiers, dans certaines zones, vraiment de brancher, vraiment. Donc vraiment, si ça termine quand même, ça va régler catégoriquement les questions d'eau de Guinaw Rail, surtout aussi la station de pompage. Ce projet a pour objectif d'aménager le territoire de Pikine Irrégulier Sud afin de réduire sa vulnérabilité aux inondations et aux eaux stagnantes insalubres. En tout, 750 hectares seront sortis des eaux. C'est un projet important, un projet structurant du chef de l'État qui, s'il est mené à terme, permettra de mettre à haut d'eau 220 000 ménages dans cette zone de Pikine et qui étaient confrontés à des difficultés depuis plusieurs années. Ce projet, une fois réalisé, très sincèrement, je pense que l'ensemble de la banlieue, en tout cas de ces 5 communes que nous venons de visiter, l'ensemble de leurs problèmes seront réglés
Si on tient compte aussi de la voirie qu'on va faire dans le cadre de la Géroute, mais aussi de Promoville. La phase 2 du projet Pikine Irrégulier Sud a pour ambition de réduire les surfaces inondées de 30% à 10%. Au total, 62 milliards de francs CFA seront injectés dans ce projet pour traduire en actes ces objectifs. Le Fonds de développement des transports terrestres vient d'organiser un atelier d'information et de partage, ce qui marque l'aboutissement des activités d'élaboration des études initiées en vue de la modernisation du transport public. Compte rendu Amadou Diallo avec Maman Moussagna. Le secteur des transports terrestres est en train de se développer. En atteste la circulation du train express régional et le projet futuriste du PRT, ainsi que de nombreuses infrastructures réalisées. Le FDDT, Fonds de développement des transports terrestres, s'inscrit dans le sillage de la modernisation du secteur. En renforçant le dispositif de financement et d'accompagnement des opérateurs, le FDTT marque un tournant important dans la recherche continue de modernisation du système de notre transport public. Depuis sa création il y a moins de 2 ans, le Fonds de développement des transports terrestres a lancé des conventions avec des partenaires. C'est ainsi que des projets de convention sont en phase de réalisation ou plutôt de finalisation avec la Caisse de dépôt et de consignation, CDC, le Fonds sénégalais de garantie des investissements prioritaires, le Fonds GIP, le Fonds souverain d'investissement stratégique, le Fonds 6, et le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, le 3FPT. Il y a également d'autres projets réalisés dans la même dynamique. Notamment la mise en service de gros porteurs de 2000 taxis et de 100 taxis banlieues appelés communément taxis vert blanc. Les acteurs ont exprimé leur adhésion au projet mis en œuvre. Ils saluent également la démarche qui a abouti à ces résultats. Le renouvellement est basé dans toutes les catégories de véhicules, taxis, minibus, tata, bus, camions. Donc c'est le transport d'une manière générale que l'État a envisagé pour son renouvellement. Et nous sommes présents dans le Conseil. Nous suivons pas à pas alors tout ce qui se passe et que M. Gaye l'a dit tout à l'heure, nous allons entamer une tournée pour ce que nous faisons dans les bureaux, dans les locaux, on puisse le partager avec le public. Né de la volonté du président de la République, le Fonds de développement des transports terrestres vise un transport public moderne, sûr et de qualité. Une tournée nationale est d'ailleurs prévue pour aller à la rencontre des acteurs du transport afin de les sensibiliser sur les 10 projets. Ce 15 novembre 2022, la population mondiale a atteint 8 milliards d'habitants. Quelle importance faut-il accorder à ce chiffre symbolique? Quels sont les principaux enjeux et défis liés à cette situation? Où en est le Sénégal dans l'exploitation du potentiel démographique? Ce sont des questions que notre reporter Maman Moussagna a posées à des spécialistes du développement du capital humain et il nous parle des différents aspects liés à la croissance démographique dans ce reportage. 5 milliards en 1987, 6 milliards en 1988, 7 en 2011, 8 en 2022. Le chiffre peut susciter des craintes de surpopulation à travers le monde, mais au Sénégal, il s'agit de voir à travers ce chiffre la preuve d'une évolution positive. Au moment où il y a un vieillissement de la population dans le nord, il y a un rajeunissement dans le sud, et ce qui pose des opportunités, mais des défis aussi, des défis parce que voilà, il faut que tous ces jeunes-là, il faut créer des emplois. Par exemple, le fait qu'il y ait on investisse au niveau de la santé, il y aura des opportunités. Au niveau de l'éducation, avoir un capital humain de référence, cette population peut constituer une opportunité. 8 milliards d'habitants, 8 milliards de potentialités à exploiter, surtout pour des pays comme le Sénégal, caractérisés par un important poids des jeunes. Et dans tous les pays du monde qui se sont développés, c'est cette fenêtre d'opportunité avec
Donc la combinaison d'une baisse de la mortalité et d'une fécondité qui stagne, qui fait qu'il y a cette poussée démographique. Et c'est cette fenêtre-là que ces pays-là ont utilisée pour se développer. Et c'est ça aussi que nous devons utiliser. Son Excellence, le président Macky Sall, à travers le document du plan Sénégal émergent, a vraiment misé sur le capital humain. Il y a une direction du développement du capital humain. L'État a mis en œuvre des programmes et politiques pour peut-être capter ce qu'on appelle ce dividende démographique. Dans 15 ans, il y aura 9 milliards d'habitants dans le monde. À un moment où l'Afrique se positionne comme une nouvelle destination, l'espoir peut-il être permis? Et ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ça booste l'économie. Donc, c'est des fenêtres d'opportunité. C'est l'Afrique subsaharienne qui connaît ça et qui positionne d'ailleurs notre continent comme fondamentalement le leader, l'avenir de ce monde, qu'on le veuille ou non. L'Afrique est prédisposée à assurer le leadership mondial. C'est clair. Les jeunes à vraiment avoir raison gardée de prendre en main leur destinée au lieu de franchement braver les mers pour aller de l'autre côté. Dans un contexte de COP27, les enjeux climatiques peuvent-ils être liés à la croissance démographique? Il faut une population vraiment avertie. Si on a une population outillée et vraiment responsable, je crois que ce n'est pas le nombre qui va compter, mais la manière de vivre qui va compter. Avec 8 milliards de voisins, le monde célèbre à sa juste valeur l'atteinte d'un objectif qui attire l'attention de la communauté internationale sur les défis majeurs de développement et d'amélioration des conditions de vie. Pour analyser la politique pénale du Sénégal, Le Point reçoit ce soir Yaham Ley, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice. Enregistrement en cours, en voici un extrait. L'état de la coopération judiciaire permet de... La coopération judiciaire, avec être amenée à porter ce bracelet, se conformeront aux obligations qui leur sont fixées par les juges, ou à défaut, les mesures qui s'imposent seront prises, c'est-à-dire la révocation de la mesure. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir tracer et surveiller les personnes, toutes ces personnes qui porteront le bracelet? Comme je l'ai dit tantôt, toutes les conditions, aussi bien humaines que matérielles, sont réunies pour assurer une bonne mise en œuvre de ce dispositif de surveillance électronique. Au niveau du centre, il y a des agents qui sont des agents de l'administration pénitentiaire qui assurent la surveillance, qui suivent les personnes donc en temps réel. Et ce centre, il fonctionne 24 heures sur 24. Ces agents sont en poste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il n'y a pas d'interruption dans la surveillance. Le point sur la politique pénale du Sénégal et le bracelet électronique, c'est à suivre après ce journal avec Ousmane Garifaye. La 8e édition de la Journée nationale de l'élevage se tiendra à Tambacounda le 29 décembre prochain. Un comité d'organisation a été mis en place au cours d'un CRD spécial présidé à Tambacounda par le ministre de l'Élevage. Le compte-rendu de Tidiane Silla. La modernisation de l'administration est une préoccupation des décideurs politiques et des usagers. Les politiques de réforme engagées par l'État du Sénégal de disposer d'institutions fortes et d'une administration qui fournit des services de qualité aux citoyens. Le gouvernement fédéral allemand, avec le gouvernement sénégalais, ils ont mis en place ce projet d'Oléladmin pour renforcer les capacités de l'administration sénégalaise, pour impulser les réformes, pour assurer une transformation du secteur public qui est une condition préalable pour la transformation du Sénégal vers un pays émergent. Le gouvernement fédéral allemand a demandé après la GIZ à mettre en œuvre ce projet avec le ministère en charge de la transformation publique. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui en train d'organiser cet important atelier sur la transformation du secteur public pour clarifier les enjeux, la définition de la transformation du secteur public qui est un facteur de réussite pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent.
Les services publics sont le reflet de la République sur l'ensemble du territoire national. La qualité de l'administration est un atout et révèle sa compétitivité. Le projet Dolel Admin est un partenaire technique et financier. Comme vous le savez, lors du dernier remaniement intervenu en septembre 2022, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a adjoint au ministère de la fonction publique la responsabilité de travailler sur la transformation du secteur public. C'est un défi majeur qui intègre évidemment la question non moins fondamentale de la modernisation de l'administration publique. Parce qu'au-delà de la fonction publique, l'administration dans sa globalité doit être transformée pour lui permettre de mener à bien, disons, les décisions politiques, mais également constituer un cadre d'impulsion et de conception des politiques publiques en relation évidemment avec tous les acteurs. Face à l'évolution de notre société, de nouvelles attentes apparaissent. Donc le service public et la fonction publique doivent se transformer. Les usagers souhaitent coopérer avec des services publics de qualité plus complets et plus accessibles. Ils seront alors mieux informés et mieux écoutés. On est plutôt de suivre le reportage de Awa Ndiaye avec le ministre de la fonction publique et de la transformation du secteur public qui a présidé la cérémonie d'ouverture du cercle de qualité sur la transformation du secteur public. Il s'agit de discuter avec les hauts cadres de l'administration de la marche du secteur public et de la nécessité d'innover au bénéfice des usagers. La 8e édition de la Journée nationale de l'élevage sera célébrée à Tambacounda le 29 décembre prochain. Un comité d'organisation a été mis en place au cours d'un CRD spécial présidé à Tambacounda par le ministre de l'élevage. Le compte-rendu de Tidiane Cissé. C'est un comité régional de développement présidé par le ministre de l'élevage et des productions animales. Il s'agit pour Ali Saleh Diop, les acteurs de l'élevage et les autorités locales de discuter de la journée nationale de l'élevage qui se tiendra à Tambacounda à la fin du mois de décembre prochain. Je viens de présider un CRD spécial consacré à la préparation de la journée nationale de l'élevage que le président de la République, M. Macky Sall, a décidé d'organiser ici à Tamba le 29 décembre 2022. Il s'est agi donc de rassembler l'ensemble des acteurs de la région. Je veux nommer les éleveurs, mais également les services déconcentrés pour pouvoir un peu réfléchir sur les modalités pratiques de mise en place d'une organisation chargée de piloter la préparation et la tenue de l'événement. Le choix du site, l'aspect sécuritaire, l'aspect sanitaire, tout a été passé en revue. Cette rencontre a même permis de mettre en place un comité local chargé de l'organisation de l'événement. Il n'y a que le secteur de l'agriculture qui dispose effectivement d'une journée nationale de l'élevage. Ça participe de la volonté du président de la République de booster ce secteur, de le promouvoir de façon à ce que ce secteur puisse être beaucoup plus à l'échelle et participer davantage à la croissance économique de notre pays. Nous avons noté un engagement sans faille de l'ensemble des acteurs qui, après avoir remercié le chef d'État sur le choix porté sur la ville de Tamba, se sont engagés, chacun en ce qui le concerne, avec l'ensemble des acteurs des différentes communes, à faire corps ensemble de façon à ce que justement cette journée soit une réussite. On va faire plus que Dara Djolof, on va faire plus que Ndjoum, on va faire plus que Kolda. Donc on va multiplier tout par 10 pour montrer au président que les éleveurs sont contents. On va le remercier parce qu'il a beaucoup fait pour les éleveurs. Il a beaucoup fait. Il va encore en faire. Le défi est de taille pour les organisateurs de cette 8e édition de Tambacounda, car pas moins de 10 000 participants sont attendus le 29 décembre prochain à Tambacounda. Lors de la précédente édition à Dara Djolof, l'événement avait mobilisé environ 8 000 participants. Le directeur général de Sénélec a offert des kits scolaires et des tables bancs à l'inspection d'académie de Kaolack. Les daras de cette ville ont également reçu des exemplaires du Saint-Coran. L'initiative, saluée par les bénéficiaires, devrait permettre d'améliorer les résultats scolaires à Kaolack. Le reportage de Claire Diop.
C'est au total 1000 tables bancs flambant neufs et 2500 kits scolaires qui sont mis à la disposition des élèves de l'inspection d'académie de Kaolack. Le geste est de haute portée sociale et pédagogique pour soulager les parents. Autre objectif majeur, contribuer à l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages à travers des conditions d'études adaptées pour booster les résultats. J'ai pu noter votre bonne compréhension des enjeux et de l'importance attachée à l'école, pilier du développement national. Ainsi, la distribution de ces équipements s'insère dans un objectif global de mise à niveau des établissements scolaires et d'accompagnement des élèves et des parents. Cette initiative en faveur de l'éducation concourt à instaurer un système éducatif performant. À ce niveau, beaucoup d'efforts sont consentis. Côté bénéficiaire, l'on remercie le bienfaiteur qui est un exemple à suivre. Vous êtes un modèle et un exemple pour nous, la jeunesse kaolackoise. Vous êtes un leader. Je parle bien, M. Bité, sous votre contrôle. Ayant obtenu votre baccalauréat en série S2 au lycée Valdiodio Ndiaye, en passant par l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où vous avez décroché votre maîtrise en physique appliquée majeure de votre promotion, un DEA en énergie majeur de votre promotion, un passage en Côte d'Ivoire où vous avez obtenu un diplôme d'ingénieur à l'école supérieure interafricaine de l'électricité, là également majeur de votre promotion. Le donateur, un fils du terroir qui s'est engagé pour une éducation de qualité pour tous. Les efforts consentis sont un rappel de la nécessité de ne ménager aucun effort pour vous mettre dans les conditions de réussite. L'une des priorités est de créer un cadre propice, fonctionnel et adéquat pour ces chers jeunes au potentiel fort pour que vous puissiez prendre la voie de la réussite avec l'excellence comme point de mire. Les tables bancs d'aujourd'hui, les kits scolaires, les nattes et les Corans seront demain les ordinateurs. Autre engagement pris devant l'Assemblée par le directeur général de Sénélec, casser la fracture numérique. Maintenant, l'année dernière, c'était 89%. Je suis prêt à vous équiper totalement en matériel informatique si vous pouvez vous engager à un taux de 95%. 95% de taux de réussite au lycée de Kabatouki. L'engagement est pris pour l'atteinte de l'objectif. Un important lot d'ordinateurs va être mis à la disposition des élèves pour les accompagner davantage dans leur quotidien d'apprenants sur le chemin de l'excellence. À présent, l'actualité internationale, elle nous mène aux États-Unis où la méga fusée Artemis a décollé vers la Lune et en Pologne où une réunion du Conseil de sécurité nationale s'est tenue après de potentielles frappes russes. Le récit de Philomène Constance Diagne. Plusieurs réactions diplomatiques suite à l'incident qui ne fait pas l'unanimité. 2 personnes ont péri en Pologne dans une explosion près de la frontière ukrainienne après une forte offensive russe contre l'Ukraine. Dans ses déclarations, le président américain exclut une responsabilité russe. Aux alliés de l'OTAN, il soutient que le missile était de la défense aérienne ukrainienne. Selon le président Zelensky, ce tir de missile n'est rien d'autre qu'un message de la Russie adressé au sommet du G20. De son côté, le ministère russe de la Défense qualifie cette affaire de provocation. Il dément fermement toute implication de son pays. Toutefois, la Pologne sollicite l'article 4 de l'Alliance Atlantique qui permet aux membres de soulever des questions liées à leur sécurité. L'article 5 qui prévoit quant à lui qu'une attaque armée contre un membre de l'OTAN est une attaque contre tous les membres de l'Alliance est envisagé par la Pologne. Aux États-Unis, à 76 ans, Donald Trump a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle devant une assemblée de militants. La déclaration s'est faite depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. L'ancien président promet une Amérique de retour, évoquant un pays en paix, prospère et respecté sur la scène internationale. Donald Trump a déposé officiellement auprès des autorités électorales américaines sa candidature. Une première étape qui a fait réagir son rival Joe Biden, qui accuse Trump d'avoir laissé tomber l'Amérique.
Elle a bien décollé ce mercredi pour la première fois depuis la Floride pour une mission marquant le grand début du programme américain de retour sur la Lune. Artemis 1 est parti pour durer un peu plus de 25 jours. Sa mission, vérifier si ce nouveau vaisseau est sûr pour transporter dans les toutes prochaines années un équipage jusqu'à la Lune. Pour ce vol test lancé 50 ans après le dernier vol du programme Apollo, la capsule Orion, qui n'a pas d'astronaute à bord, n'atterrira pas sur la Lune, mais s'aventurera jusqu'à 64 000 km derrière elle, un record pour un vaisseau habitable. Baaba Maal célèbre le 37e anniversaire de son orchestre, le Dandelégnol, parcours atypique d'un artiste qui fait l'unanimité. Des distinctions, des prix et de belles rencontres font la carrière de cette grande voix de la musique sénégalaise. Baaba Maal, c'est aussi un engagement pour les causes humanitaires. Et à 48 heures de la clôture de la célébration de l'anniversaire de son groupe, voici Baaba Maal à cœur ouvert avec Oumou Kalsoum Sall. 37 ans avec un orchestre, c'est une vie. Une vie faite surtout de succès, mais aussi d'épreuves qui ont marqué le lead vocal du Dandelégnol. Beaucoup de succès, de plaisir à retrouver le public à chaque fois. On a voyagé avec la musique sénégalaise dans ses débuts de conquête de la planète jusqu'à la consécration, je peux dire, parce que la musique sénégalaise est connue un peu partout grâce à quelques artistes de notre pays et le Dandelégnol en fait partie. Avec des artistes qui ont été là, qui ont tout donné à cet orchestre, qui sont partis, Kaounding Sissoko, Sidiki Kouyaté, Mamagaï et Mbassounia en tant que manager et tant d'autres, mais aussi avec des jeunes qui sont venus prendre la relève et qui donnent de l'espoir. Baaba Maal, c'est un voyage dans le temps entre le traditionnel et le moderne, de son Podor natal à toutes ces chaînes internationales, portées par une audace qui n'a jamais laissé de place au doute. J'ai jamais eu de doute en tant que musicien. Et c'est très rare que j'ai le trac avant de monter sur la scène. Parce que pour moi, la scène, c'est ma maison. Je peux être ici dans ma maison tout seul, je me sens moins confortable que quand je gravis les marches pour aller sur la scène. Parce que là, je pense que c'est mon domaine. Et je me lâche. Et ça nous a donné beaucoup d'ouverture et d'écriture de chansons avec de très grands noms. En commençant par Carlos Santana, Peter Gabriel, Manfred Sons, Brian Eno. Vraiment des artistes qui nous ont vraiment impressionnés. Ou encore Kalayo. L'artiste-compositeur trouve son inspiration dans les moindres détails de la vie. L'inspiration vient de la vie, dans toutes ses facettes. Sa tristesse, l'amitié, la cohabitation, l'amour, les gens qui bougent. Le sentiment entre telle ou telle personne, c'est un sentiment beau, c'est l'amitié, c'est la fraternité. Je dis que ça, c'est des sentiments qu'il faut magnifier par tel morceau. Que de distinction, de reconnaissance à travers le monde. Et pour ses 37 ans de carrière, la surprise est venue des États-Unis. Ce n'était pas quelque chose à laquelle je m'attendais. Que Black Panther, avec toute sa production, reçoive l'Oscar de la musique la plus originale. Alors que cette musique a été enregistrée pour une bonne partie ici dans cette maison, dans la cour de cette maison. Et je me suis mis à dire que donc c'est possible, on peut être dans un coin très reculé de notre planète, faire quelque chose de formidable et que ça fasse le tour du monde. Baaba Maal, c'est aussi de belles rencontres. La plus belle rencontre avec Nelson, c'était avec Nelson Mandela. Au petit matin, entre 9h et 10h du matin, dans son bureau, dans ses locaux,
Il était fraîchement élu président de l'Afrique du Sud et j'ai eu la chance, avec l'aide d'Abdou Diouf, d'avoir un rendez-vous, d'aller le rencontrer pour la première fois. Et quand il est rentré dans les bureaux, parce qu'on était là avant lui, c'est toute une lumière qui a rempli ouais. Et nous, on sentait que ça, c'était un homme unique, c'est un homme formidable. L'artiste est aujourd'hui ambassadeur de causes humanitaires, un bel engagement qui lui tient à cœur. Au-delà de la culture, ou même avec la culture, ouvrir des portes qui vont vers le développement. Ça, ce n'est pas pour servir Baaba Maal, c'est pour servir nos populations, servir nos communautés. Et je suis fier de ça parce que des fois, quand je voyage au Fouta, je vois un jeune garçon, une jeune fille qui dit en pulaar, Papa Baaba Maal, yo Allah wourne, yo Allah sene, Papa Baba, que Dieu te prête longue vie. À 69 ans, Baaba Maal ne court derrière aucune récompense, si ce n'est celle de voir la relève assurée. Ce 18 novembre, au Grand Théâtre de Dakar, le Dandé Légnol sera en communion avec ses fans de différentes générations. Baaba Maal à cœur ouvert avec Kalsoum Sall. En sport, Coupe d'Afrique de handball, le Sénégal s'est qualifié ce soir en demi-finale et en Coupe du Monde. Les Lions ont validé leur ticket dans le carré d'as après avoir dominé l'Égypte au terme d'une partie très serrée. Score 21-19, suivant le résumé de Ibrahim Mboup. C'est terminé, c'est terminé. Qualifié en demi-finale et qui se qualifie pour la Coupe du Monde. Elles ont été héroïques face à l'Égypte. Après la victoire, la qualif en demi-finale et en Coupe du Monde, les Lions laissent éclater leur joie. Une joie collective, démonstrative. Communion avec les supporters, toujours présents pour donner un supplément d'âme aux joueuses. Le président de la Fédération sénégalaise de handball a quitté la loge officielle pour partager ce moment de bonheur avec les Lions. Et pourtant, le match était loin d'être facile. Une partie très tactique, mais aussi serrée. Une première mi-temps que les Égyptiennes ont dominée pendant 10 minutes, menant au score 4-0. Poussés par le public, les Lions égalisent et réussissent même à prendre l'avantage avant la pause, 9-7. Une remontada qui préfigure un changement de physionomie. Mais à la reprise, le match devient plus difficile. Les Lions tiennent bon, gardant jalousement leur avance. Claudine Mendy, Fanta Keita et surtout Soukaina Sagna ont haussé le niveau de jeu de l'équipe. Les Lions s'imposent 21-19. Soukaina Sagna est élue meilleure joueuse du match. Le Sénégal se qualifie en Coupe du Monde pour la deuxième fois et rencontre l'Angola en demi-finale ce jeudi à 19h30. Voilà, c'est ça. Non, mais à tous ceux... Le Sénégal qui se qualifie donc en demi-finale de la CAN de handball dames et en Coupe du Monde après sa victoire face à l'Égypte 21-19. En demi-finale de CAN, les Lions vont rencontrer les Angolaises championnes en titre demain à 19h30. C'est à suivre sur nos antennes. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous. La Banque agricole LBA vous offre le bulletin météo du jour. La Banque agricole, experte et ouverte. Chers téléspectateurs, bonsoir. L'actualité météorologique de ces prochaines 24 heures restera surtout marquée par des passages nuageux qui seront notés sur une bonne partie du territoire sénégalais, hormis le sud-est du pays où le ciel sera plutôt nuageux. La fraîcheur nocturne et matinale, quant à elle, sera
légèrement ressentie vers les localités nord-est du pays. L'animation satellitale des prochaines 24 heures nous montre des voiles nuageux qui vont intéresser une bonne partie du territoire. Ces bandes de nuages seront beaucoup plus denses vers les localités sud-est du territoire sénégalais. Ce qui fait qu'en termes de prévision, à partir de cette nuit allant la matinée de demain, des passages nuageux seront attendus au nord et centre-ouest du pays. Par contre, vers la partie sud, c'est l'axe Ziguinchor-Sédhiou allant vers le sud-est, le ciel sera plutôt nuageux. La fraîcheur nocturne et matinale sera légèrement ressentie vers Matam à Bakel avec 21 degrés attendus. À l'intérieur des terres, les températures nocturnes et matinales tourneront entre 22 sur la plupart des localités, allant jusqu'à 25 degrés à Dakar. Vers la journée de demain, vers l'après-midi de demain, alors le ciel restera ensoleillé sur une bonne partie du territoire sénégalais avec une bonne présence du roi soleil. Par contre, vers les localités sud-est, l'axe un peu Kolda, Kédougou, Tamba, allant vers Bakel, le ciel sera plutôt nuageux. Pour les températures de la journée, alors 31 degrés sera le mini des maxi attendus à Dakar. À l'intérieur des terres, les températures maximales tourneront entre 32 allant jusqu'à 37 degrés sur l'axe Linguère allant vers Podor. Et le maxi des maxi sera attendu à Louga et Bakel avec 38 degrés attendus. Globalement, chers téléspectateurs, retenez ces bandes de nuages qui continueront d'intéresser le ciel sénégalais. Ces nuages seront beaucoup plus denses cette fois-ci vers la partie sud-est du pays. Et cette légère fraîcheur nocturne et matinale